Welcome everybody. Welcome to the Bienvenue tout first le monde. adaptation Bienvenue dialogue à to create solutions la for première Africa réunion advanced scheduled des summit. dialogues sur l'adaptation en Afrique. Before we begin, I just want Avant to de quick commencer, je vais housekeeping rules. rapidement vous Please rappeler note certaines that everyone de nos has règles English translation available et pour vous faire for this savoir qu'une event, and this interprétation est disponible pour cet événement. dialogue is going to be in English. Le dialogue sera en anglais, mais il y aura une traduction simultanée en français. Donc, si vous regardez votre écran, vous verrez un petit globe en bas à droite de votre écran Zoom. Si vous cliquez dessus, vous pourrez choisir votre préférence linguistique. Nous avons hâte d'écouter nos orateurs et d'avoir une grande participation. Donc, si vous avez des questions, si vous pouviez les poser dans la fonction questions et réponses plutôt que dans la fonction chat. La fonction chat, c'est pour vous présenter. Mais pour les questions et réponses, ce serait mieux si vous pouviez utiliser la fonction questions et réponses. Je vais maintenant passer la parole à Tony. Merci beaucoup, Priya. Chers distingués participants, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous vivons non seulement une, mais deux tempêtes. La tempête du changement climatique et la tempête du COVID-19. Ces tempêtes se renforcent mutuellement. Le dernier rapport du GIEC présenté le mois dernier confirme que l'Afrique est confrontée à des changements climatiques qui nuisent aux économies nationales. Ceci ne fera qu'augmenter. À présent, le dioxyde de carbone libéré dans l'atmosphère créera le chaos sur le continent africain. Il y aura des victimes sur la route vers zéro émission. C'est pour ça que l'adaptation est très importante. Le Centre mondial pour l'adaptation a été établi il y a 3 ans. Il vise à accélérer l'adaptation au niveau mondial, à débloquer des financements pour des projets d'infrastructure et de solutions créatives pour le financement climatique et des actions locales dans les communautés touchées. L'Afrique est certainement en première ligne pour un agenda d'adaptation mondiale. Par conséquent, le Centre mondial pour l'adaptation et la Banque africaine de développement se sont jointes pour créer le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique pour mobiliser 5 milliards de dollars sur 5 ans pour confronter les menaces du changement climatique. Ce programme se décline dans 4 domaines. Les technologies numériques à l'aide de la résilience agricole, un soutien à la résilience à travers l'accélérateur de la résilience en Afrique, créer des emplois et finalement soutenir des mécanismes de financement innovatifs pour l'adaptation en Afrique. Le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique décline la vision de l'initiative d'adaptation en Afrique menée par l'Afrique elle-même et surtout l'Union africaine. Je m'appelle Anthony Nyong, je suis le directeur régional principal pour l'Afrique au Centre mondial pour l'adaptation et c'est mon grand plaisir de présider cette session qui sera, je l'espère, passionnante, ainsi que le manque de financement, le manque de connaissances est un obstacle majeur à l'adaptation en Afrique. C'est pour cela que le Centre mondial pour l'adaptation a publié un rapport sur l'adaptation en Afrique qui s'appelle « Tendance et état de l'adaptation en Afrique ». Ce rapport a bénéficié de la participation d'experts mondiaux et il fournit les éléments de preuve scientifiques et offre des recommandations. Le Centre mondial pour l'adaptation, avec le soutien du FCDO britannique, organise des discussions de table ronde sur les idées
innovatrice du programme d'accélération de l'adaptation en Afrique. Cette première table ronde est sur l'adaptation de l'agriculture en Afrique pour construire la résilience au changement climatique. Avec une combinaison d'une population croissante et une baisse de la productivité, il est estimé que les importations alimentaires de l'Afrique vont augmenter de 2 fois pour 2025. En contexte, tout en sachant que l'agriculture est un élément sur lequel dépend la plupart des pays africains, cela créera beaucoup de difficultés. Mais il y a cependant des énormes opportunités. Notre rapport présente non seulement les risques, mais présente des éléments de solution. Aujourd'hui, nous allons écouter des experts sur la résilience, sur la construction et les défis et les opportunités et les solutions réplicables pour l'adaptation de l'agriculture en Afrique. Je suis très heureux de vous présenter notre distingué panéliste et orateur. Merci beaucoup. Tout d'abord, je vais présenter, je sais que vous avez tous des CV très longs, je ne pourrais pas leur rendre justice, mais au cours des discussions, je suis certain que votre expertise sera clairement démontrée. La façon dont est cadré ce séminaire, il nous faut un orateur de cadrage, une présentation de cadrage qui va établir le contexte, de notre discussion. Et ensuite, nos panélistes distingués répondront à cette présentation de cadrage. Et notre présentateur aujourd'hui est le Dr Ademola Praimo, qui est coordinateur de l'agriculture adaptée au climat à la Banque mondiale. Il a une expertise en agriculture et dans le développement rural, et il a étudié à l'Université de Bonn en Allemagne et à Cambridge en Angleterre. Avant de rejoindre la Banque mondiale, il était professeur et a travaillé sur l'agriculture adaptée au climat. Il est, comme je l'ai dit plus tôt, coordinateur de l'agriculture adaptée au climat à la Banque mondiale et il aide les pays à augmenter leur productivité, améliorer les moyens de subsistance et accroître la résilience. Les panélistes que je vais présenter sont le Dr Tilaoun Amédée, qui est responsable pour la résilience, le climat et la fertilité des sols à la Révolution verte africaine. Il travaille sur la gestion intégrée des bassins versants et en tant que stratégiste de résilience pour minimiser les risques et améliorer durablement la productivité des systèmes agricoles en Afrique occidentale. Dr Amédée a conjointement développé une stratégie de résilience en introduisant une innovation visant à convertir les inondations catastrophiques en une utilisation productive à l'aide de déversoirs d'eau, afin de capturer et de répandre les crues torrentielles qui émergent des hauts plateaux dans les pâturages secs et dans les champs de culture. Notre prochaine panéliste est la Dr Suzanne Carter, qui est chef de l'unité de coordination de développement des capacités et d'échange des connaissances. Suzanne dirige le domaine pratique des services climatiques au SSN en Afrique du Sud. Elle dirige l'unité de coordination de renforcement des capacités et d'échange de connaissances du programme Future for Africa. Auparavant, elle était au programme Future Climate for Africa. Suzanne est titulaire d'un doctorat en climatologie de l'Université du Cap. Nous avons également avec nous un jeune homme qui est un des lauréats du Challenge pour la jeunesse du Centre mondial pour l'adaptation, ensuite, nous avons, c'est donc M. Mahama Suleiman Elisha, qui travaille pour l'entreprise Global Farms and Trading.
Et c'est un jeune lauréat donc du programme Youth Adapt. Et il a passé ces jeunes années à travailler sur des questions agricoles où il est devenu expert. Il a passé les 5 dernières années à travailler là-dessus et il est actuellement fondateur, directeur exécutif et président du conseil d'administration de Global Farmers and Trading. Ensuite, nous avons le docteur Sonia Vermeulen, qui est avec le groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, le CGIAR. Sonia Vermeulen est directrice des programmes de l'organisation du système du CGIAR. Elle dirige la coordination de l'exécution, de la performance et des résultats du portefeuille de recherche partagé au CGIAR. Et elle aide l'équipe de direction de One CGIAR à élaborer des stratégies futures. Sonia a précédemment occupé les fonctions de scientifique principale pour l'alimentation mondiale au WWF International, de responsable de la recherche au sein du CGIAR. Elle a un doctorat en biologie de la population de Imperial College à Londres. Et finalement, nous avons la docteure Caroline Monguera de l'Institut international des ressources phytogénétiques. Caroline est une scientifique du Centre international d'agriculture tropicale, spécialisée dans les systèmes agricoles et le changement climatique. Elle se concentre actuellement sur la promotion de l'adaptation à grande échelle des pratiques agricoles intelligentes sur le plan climatique en Afrique occidentale, en évaluant les compromis et les obstacles. Elle a plus de 10 ans d'expérience dans les systèmes agricoles africains et elle cherche à comprendre les dynamiques complexes des petites exploitations agricoles et les stratégies d'adaptation et d'atténuation. Donc, mesdames et messieurs, c'est un panel d'experts très important que nous avons devant nous et j'ai donc le plaisir de les inviter. Tout d'abord, le docteur Brahemo pour lancer sa présentation. Il va également répondre à certaines questions. Nous voulons savoir quelles sont les nouvelles questions et qu'est-ce que cela veut dire pour la sécurité alimentaire en Afrique. Il est le co-auteur du chapitre sur l'agriculture dans ce rapport très intéressant. Donc, à vous, Dr Brahemo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour tout le monde, où que vous soyez. Vous voyez mon écran? Bon, ceci est donc le chapitre pour lequel je suis responsable et dont je vais parler ce matin. Il a été conçu par le CGIAR ainsi que le groupe mondial et un de mes copanélistes a participé à l'élaboration aussi de ce rapport. Nous ne pouvons pas trop insister sur le fait qu'il faut faire attention à la sécurité alimentaire en Afrique. Actuellement, nous avons près de 300 millions de personnes mal nourries. Et cette crise de la sécurité alimentaire est causée par toutes sortes de problématiques, beaucoup d'entre elles liées au changement climatique, les inondations, les sécheresses, la pauvreté, la misère, les prix élevés des importations alimentaires et les migrations climatiques, qui sont un des problèmes les plus importants qui ont besoin d'être traités de manière urgente en Afrique actuellement. La sécurité alimentaire baisse de 5 à 20 dans les pays avec chaque inondation ou après chaque sécheresse. Si nous ne faisons pas attention, en 2025, nous allons importer près de 110 milliards d'importations de dollars américains d'importations alimentaires sur notre continent. Un scénario de 3 degrés Celsius verrait les systèmes alimentaires atteints de manière catastrophique. Les revenus tomberaient de 8% pour les 40% d'Africains les plus pauvres, pendant que le nombre absolument de personnes mal nourries atteindrait 350 millions
de personnes. Nous parlons beaucoup d'1,5 degré, d'un scénario d'1,5 degré. Eh bien, ce scénario présente de meilleures options, bien sûr, pour l'adaptation. Mais même à ce moment-là, nous serons quand même confrontés à un grand nombre d'événements extrêmes sur le continent. Étant donné toutes ces problématiques, l'adaptation de systèmes alimentaires en Afrique est un impératif, ce n'est pas un choix. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une voie pour renforcer la résilience des systèmes alimentaires et elles sont bien définies et elles sont efficaces et elles sont basées sur l'expérience et des éléments de preuve. Il y a 3 questions principales à prendre en compte tout en construisant la résilience alimentaire en Afrique. La première, ce sont les politiques publiques et les solutions incitatives dont certains de mes collègues vont vous parler. Deuxièmement, c'est la chaîne de valeur alimentaire et des solutions pour les moyens de subsistance. Et finalement, c'est des solutions sur la ferme et sur les paysages. Et la bonne nouvelle est que l'adaptation des systèmes alimentaires au changement climatique est efficace économiquement. Cela coûterait 15 milliards de dollars par an par rapport à un coût de 201 milliards par an si nous n'agissons pas. Que choisissons-nous? Quel est le rapport coût-efficacité des priorités? Dans notre rapport, nous avons identifié 5 investissements principaux dans le secteur public qui doivent avoir lieu aussi rapidement que possible. Le premier, c'est la gestion de l'eau, à un prix de 6,1 milliards de dollars par rapport à un coût d'inaction de 90 milliards d'euros chaque année. Le deuxième, c'est sur la recherche et l'extension, créer des fonctionnalités de recherche robustes, mieux comprendre les risques climatiques. Et puis, troisièmement, c'est la restauration des terres, c'est-à-dire une gestion plus durable des sols et des rivières. Les 2 derniers concernent l'infrastructure et les services d'information climatique. Il faut construire des routes pour que les agriculteurs aient des meilleurs accès au marché et éliminer le gaspillage alimentaire, qui est une indication de notre vulnérabilité. Et finalement, bien sûr, les systèmes et les services d'information climatique pour avoir des systèmes d'alerte précoce et anticiper les besoins agronomiques pour mieux nous adapter au changement climatique. Eh bien, lorsque nous parlons de ce qui se passe actuellement, nous voyons qu'il y a un élan vers l'adaptation des systèmes alimentaires en Afrique. Il y a environ 40 minutes, l'Union africaine a lancé un rapport pionnier. Et une des bonnes nouvelles, c'est que nous avons maintenant au moins 15 pays africains qui vont aller à l'encontre de leurs objectifs d'adaptation climatique en termes de système alimentaire. Mais il reste beaucoup à faire. Alors, de notre petite façon, à partir de novembre 2021, nous avons commencé au niveau de la Banque mondiale à investir dans les systèmes de résilience alimentaire en Afrique. Ces programmes visent les défis structurels de la vulnérabilité alimentaire. Ces programmes permettront de nous attaquer aux problèmes structurels sous-jacents de la sécurité alimentaire et à lutter contre la vulnérabilité climatique et renforcer les capacités de gestion des risques. Ces programmes offrent un menu flexible de réponse à court terme à une situation de sécurité alimentaire qui se détériore rapidement, ainsi que des solutions transformationnelles à long terme pour la résilience. Voici les pays en question. Il y en a environ 16 et nous espérons qu'il y en aura de plus en plus dans les mois à venir.
Alors, de quoi parlons-nous ici? Tout d'abord, renforcer les capacités de production résilientes par la recherche et le développement, développer les systèmes numériques d'information sur l'agriculture et le climat, gérer de manière durable les ressources naturelles, améliorer l'accès au marché et la commercialisation, et puis améliorer la politique et la coordination au niveau régional. Donc, nous espérons qu'avec en traitant toutes ces questions ensemble, nous aurons une meilleure opportunité d'aider le continent à confronter les vulnérabilités climatiques sur ces questions très importantes en ce qui concerne les systèmes alimentaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Bremo. C'était très informatif et très enrichissant. Cela montre que le prix de l'inaction, de l'action peut sembler important, mais le prix de ne pas agir est encore plus élevé. Et nous n'avons donc pas d'excuse de ne pas agir. Et il faut donc nous assurer que l'adaptation pour notre agriculture soit faite. Ce que j'ai vu dans le rapport est que les coûts, les bénéfices sont énormes. Donc, pourquoi est-ce que le secteur privé ne saute pas sur cette occasion? Est-ce que c'est un manque de volonté politique? Je ne sais pas. Je vais donc faire appel au Dr. Amédée de partager avec nous, le Dr. Vullen, pour nous dire quelles sont certaines de ces solutions que nous pouvons mettre en œuvre pour nous assurer que nous bâtissons la résilience dans l'agriculture africaine. Je vous demanderai de limiter vos interventions à 3 minutes chacun pour que vous ayez le temps pour des discussions interactives. Nous avons déjà beaucoup de questions. Merci Anthony. Et je suis très heureuse de voir tellement de monde ici. J'ai eu le plaisir et le privilège cette semaine d'être avec le vice-président du GIEC et nous avons demandé quelle serait la réception au milieu de la guerre en Ukraine de ce rapport très important du GIEC. En fait, il m'a dit on y a fait très attention et ce qui l'a le plus frappé, c'est que l'attention se concentre sur les impacts et pas sur les messages les plus importants du rapport qui tournent autour des solutions. Et donc, lorsque Ademola et moi et les autres collègues ont travaillé sur ce document, c'est là que nous avons essayé de nous concentrer sur les solutions. Et que l'homme dit Ademola, nous avons identifié ces 5 domaines principaux où les investissements publics étaient nécessaires. Parce que, comme vous l'avez dit, le secteur privé a besoin d'incitation et il y a des domaines qui doivent être vraiment démarrés par des investissements publics pour 2 raisons principales. D'abord, c'est l'échelle du problème. Et ensuite, c'est le financement du secteur public est mieux distribué et mieux à même d'augmenter le bien-être des personnes moins privilégiées, surtout les agriculteurs les plus pauvres en milieu ruraux. Donc, en parlant, je vais revenir sur 2 de ces investissements. L'un d'entre eux traite de systèmes d'information en temps réel, donc des systèmes d'alerte précoce, de prévision climatique, pas seulement des services météo pour les grands agriculteurs, mais vraiment faire passer ces informations, mettre ces informations dans les mains des petits agriculteurs au temps des semences, par exemple. Quand la saison des pluies commencera-t-elle, par exemple? Ceci peut aider les gens à réaliser d'importantes économies. Donc, ces informations en temps réel, ces solutions d'information en temps réel sont une partie très importante des solutions. Elles peuvent vraiment permettre aux investisseurs des investissements privés. Et quand je parle d'investissements privés, je parle aussi des investissements à très petite échelle, des petits agriculteurs. Juste pour dire que les pays africains ont déjà eu des succès importants dans ce domaine. Nous ne disons pas qu'il faut faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Des pays comme le Rwanda, le Sénégal, l'Angola font déjà cela et de manière très efficace. L'autre domaine dont je voulais parler, c'est autour de la recherche. Bien sûr, je suis chercheuse, donc je veux parler de recherche. Je veux plus d'investissement dans la recherche, mais ça crée vraiment une différence parce que nous sommes dans un état global
où des changements qui prenaient auparavant 100 ans peuvent prendre lieu en 10 ans. Juste un exemple, dans mon pays, au Zimbabwe, nous verrons dans les 10 ou prochaines 20 années des récoltes de maïs qui échouent plus souvent qu'elles ne réussissent. Et le changement culturel dans l'alimentation traditionnelle et qui sera requis pour s'adapter à cela et l'adaptation des chaînes de valeur agricoles, c'est immense. Et on voit déjà que certains intrants dans la recherche agricole est absolument crucial. Actuellement, en Afrique, nous avons vu que dans la plupart des pays, il y a moins de 1% du PIB agricole est réinvesti dans la recherche. Juste un petit investissement changerait la donne. Je vais m'arrêter là, mais juste avant de terminer, il y a deux petites choses. Ça ne coûte pas forcément beaucoup, mais il y aura des coûts politiques. Par exemple, baisser les barrières commerciales, également avoir une vue d'ensemble de ce que nous pouvons faire. L'égalité des genres, pour moi, est un aspect fondamental aussi, afin que tout le monde puisse devenir plus résilient. Je vais m'en tenir là. Merci. Merci beaucoup, Sonia. Vous avez parlé de zones vraiment très importantes, de domaines très importants. Donc, parlons donc des solutions numériques, par exemple. L'année dernière, j'étais à Nairobi et on a des pluies qui ne sont jamais venues. Et tout le monde était triste. Et on réfléchissait à comment pourrions-nous intégrer des conseils climatiques numérisés dans le secteur agricole africain d'une manière qui pourrait nous aider. Et comme vous l'avez dit, dans tout cela, c'est les femmes sont laissées pour compte. Dans les jeunes agriculteurs, nous voyons que les jeunes qui sont supposés pousser cet agenda, être la force motrice de cet agenda, et c'est quelque chose que nous voulons encourager. Un autre des panélistes ici, M. Mahaman, qui est lauréat d'un de nos challenges pour la jeunesse, lorsque nous avons ouvert un concours pour des projets innovants qui contribueraient à confronter les questions d'adaptation et de résilience dans l'agriculture en Afrique. Et nous avons sélectionné 15 lauréats que nous avons soutenus dans leur développement. Donc, Mahama est lauréat de ce concours. Est-ce que vous pourriez nous dire très rapidement de quoi ce projet s'agit-il et qu'est-ce que les jeunes comme vous qu'est-ce que nous devons faire pour que les jeunes comme vous puissent bénéficier? Parce que la plupart des jeunes vont vers la ville et quittent l'agriculture. Donc, pour rester, que devons-nous faire pour vous aider à rester? N'hésitez pas à poser des questions dans la fonction questions et réponses si vous en avez. Mahaman, à vous. Merci, Monsieur le Président. Je suis très reconnaissant et je suis très heureux d'être parmi vous. Il a été excellent d'avoir autant d'experts autour de moi. C'est vrai qu'il y a une corrélation positive entre l'adaptation au changement climatique parmi les petits paysans. Le programme Youth Adapt, jusqu'à présent, nous a donné une orientation en termes de stratégie d'atténuation climatique. Nous faisons de notre mieux avec nos petits paysans
pour essayer de leur inculquer le besoin de pratiquer la conservation et d'augmenter leur production et d'augmenter la qualité de leur production et des autres des céréales et d'autres denrées. Donc, nous essayons de nous assurer que l'adaptation climatique et la résilience parmi les petits agriculteurs sont pleinement développés dans nos régions. En tant que jeunes, nous sommes très intéressés par les aspects technologiques. Nous essayons de connecter les communautés et de promouvoir l'égalité hommes-femmes. Nous faisons de notre mieux pour améliorer les moyens de subsistance des personnes, surtout dans les communautés rurales. Nous faisons de notre mieux dans ce domaine. En termes de politique gouvernementale, le gouvernement essaye de nous apporter un soutien en termes d'aide fiscale et d'autres soutiens financiers à la jeunesse. C'est ce dont la jeunesse a besoin en ce moment, parce que nous avons les idées. Mais comment est-ce que nous pouvons développer nos idées? Parce que nos idées sont très intensives en termes de capital. Donc, il nous faut des financements pour mettre en œuvre les idées que nous avons. La plupart des jeunes aujourd'hui ont besoin de ce soutien. Le gouvernement devrait créer un environnement capaciteur pour les jeunes. Les jeunes sont créatifs dans toutes sortes de domaines, surtout dans les aspects technologiques aujourd'hui. Les jeunes sont le fer de lance en termes de stratégie d'atténuation climatique et en termes de technologie. C'est les jeunes qui ont les idées, par exemple, pour faire du recyclage. Les jeunes essayent de beaucoup de faire, par exemple, des systèmes de paiement numériques pour l'achat des intrants, par exemple. Donc, je pense que la jeunesse africaine a besoin d'opportunités pour nous permettre de mettre en œuvre nos idées pour l'adaptation et la résilience climatique. Beaucoup de choses qui doivent être encouragées, soutenues, parce que nous sommes persuadés que c'est le futur de garantir que le monde soit bien alimenté de façon durable, comme Sonia l'a dit. Il y a certaines innovations qui peut-être vont changer notre régime alimentaire. Donc, je pense que c'est la jeunesse qui va prendre occuper cet espace. Non, j'ai le plaisir d'inviter Madame Caroline Monga. L'Afrique est plein de projets pilotes, résilience pilote. Il nous faut en faire en sorte que ces projets pilotes se généralisent en faveur du développement. Est-ce que vous pourriez partager avec nous quelques-unes des moyens de subsistance et de solutions que vous avez trouvées dans la chaîne de valeur de l'agriculture et quelles sont les perspectives pour la reproduction et l'augmentation d'échelle de ces projets qui ont remporté du succès? Donc, qu'est-ce qui a été bien marché en Zambie peut être transféré au Nigeria et puis au Soudan? Comment passer de cette phase des projets pilotes? Caroline, la parole est à vous. Merci pour cette opportunité. Je crois que je vais essayer de partager un exemple d'un projet que je conduis au sud-ouest du Sénégal qui essaye de s'attaquer à l'adaptation au changement climatique et comment nous prévoyons d'adapter les récoltes pour les petits agriculteurs. Donc, 10 000 petits agriculteurs, surtout
70%, 70 des bénéficiaires sont des jeunes agriculteurs et agricultrices. Donc, un des problèmes qu'on essaye de résoudre, c'est comment relier les actes de marché dans cette petite agriculture. Est-ce que nous avons observé en termes de comment les actions pour gagner, prendre de l'échelle, c'est a été catapulté par la croissance, par exemple, de l'accès des téléphones portables. Nous avons vu que les jeunes et surtout les femmes ont accès, par exemple, au service de SMS, et c'est la raison pour laquelle nous avons recouru à cette solution, à ce médium pour diffuser les technologies en engageant des jeunes acteurs grâce à ces technologies modernes. Donc, recherche de marché pour essayer de comprendre quels sont les systèmes de marché qui fonctionnent dans la région, parce que c'était une zone rurale, et puis des systèmes qui permettent de combler les lacunes pour les jeunes et les femmes. Donc, services, technologies et formation. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous avons créé une plateforme à partir des SMS qui permet d'avoir des encouragements intelligents. Ce sont des interventions à court terme que nous avons choisies. Et d'un point de vue financier, nous fournissons une plateforme également. Maniva, et donc pour être sûr qu'il y ait un lien entre l'offre et la demande, parce que bien sûr, les toutes petites entreprises sont là, et le gouvernement est là pour l'irrigation, mais quelles sont les solutions pour augmenter l'échelle de ces solutions? La réponse, c'est qu'on ne trouve pas il n'y a pas d'accès aux petits financements parce qu'ils n'ont pas l'accès à ces financements pour avoir accès à ces technologies. Donc, en partant là-dessus, ces bons électroniques qui sont basés sur un système d'échange par SMS, on établit un lien entre l'offre de ces services technologiques. On a fait des recherches pour identifier, pour voir quelles PME peuvent être intéressées. Surtout, on essaie de chercher des défis comme la communication et l'accès facile aux problèmes qui concernent nos clients. Donc, comment utiliser notre plateforme pour faire l'intermédiaire entre les partenariats et les contrats pour s'assurer que les services sont fournis et sont d'un accès financier à ces clients, et puis parler à des acteurs qui sont des fournisseurs ou qui fournissent des services financiers, donc avec un coût de transaction qui est bas. Donc, ce qu'on voit, c'est que on s'appuie sur l'accès de solutions qui sont fondées sur les téléphones portables et une plateforme de communication qui utilise des langues locales pour pouvoir faire passer les informations, dire voilà où sont les services, quels sont les services disponibles. Les défis qui restent, c'est pour l'augmentation d'échelle, parce qu'il y a des lacunes en termes de capacité technique et d'état de préparation des acteurs de ce secteur. Il faut aussi développer les actions de formation. Nous observons que il y a un besoin de transparence également, parce que les gens recevoir des informations transparentes pour le prix qu'ils payent, donc qualité de service. Donc, c'est ce sur quoi ce que nous voulons améliorer. Donc, c'est une étude très intéressante. C'est un cas très intéressant, un succès. Et ça permet, nous avons observé, ça établit un lien entre les jeunes et les femmes qui ont besoin d'avoir accès aux services d'irrigation, par exemple. Quand nous avons lancé le projet il y a 2 ans, en moyenne, chaque femme qui avait 20 mètres carrés de terre, c'est très peu, mais ils avaient besoin d'irrigation. C'est trop petit pour avoir une production agricole compétitive et pour le marché. Donc, ça va nous aider à aider ces personnes. Merci beaucoup, Caroline Monguera. Ça me fait plaisir d'entendre ça parce que la plupart des gens disent toujours, le problème qu'on a en Afrique pour l'agriculture, c'est que les petits agriculteurs avec des terres très petites, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Donc, si on arrive à résoudre ce problème, nous voyons des projets où il y a une géolocalisation et tout le monde, ça, vous sont les gens. Et puis ça devient une grande ferme qu'on arrive à rejoindre, à réunir des petits agriculteurs et ça devient plus facile de résoudre leurs problèmes.
En plus, vous travaillez beaucoup sur les services numériques. J'ai toujours dit, regardez, l'argent électronique et n'a pas commencé autre part. Il a commencé au Kenya, en Afrique. Les jeunes se sont rassemblés et, ils ont sauté de pays en pays pour proposer leur solution. Et donc, c'est une mesure, un indicateur de développement humain, de disposer combien de lignes de téléphone par habitant. Le numéro de portable a dépassé de loin le nombre de lignes fixes. Et c'est effectivement, on a changé l'usage des téléphones portables et c'est le type de révolution que nous souhaitons, que les agriculteurs veulent voir arriver et vers ce vers quoi ils sont conduits. Donc, bravo. Docteur Peter, maintenant, je vous passe la parole, Suzanne, maintenant. Vous avez travaillé avec les partenaires de développement des organisations qui sont vitales pour le développement de l'Afrique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, docteur Suzanne Carter, que ces partenaires de développement comme vous en quoi peuvent-ils contribuer pour la résilience et aider les petits agriculteurs pour qu'ils s'adaptent au changement climatique? Que peuvent faire comme les partenaires? Merci beaucoup de la ville du Cap. Je crois que la conception des programmes de développement est vraiment le point où c'est clé parce que ça a une influence sur où l'influence et la résilience va avoir. Quand j'ai rejoint la coordination et l'unité d'échange pour la coordination qui est financée par UKAID, il y a une approche de coordination, de coproduction dès le départ. Et cette approche de coproduction, tout le monde on est conscient, mais c'est l'idée sur laquelle la recherche et la pratique sont conjointes et les personnes autour de la même table et vont pouvoir décider quelles sont les priorités. C'est quelque chose que les partenaires de développeurs n'aimaient pas, les partenaires de développement n'aimaient pas beaucoup parce qu'ils ne savent pas ce qui va sortir de ces réunions si on rassemble des gens pour déterminer ce que va être le résultat. Donc, qu'est-ce qui va, à quoi ça va aboutir au futur, à la fin du processus. Quelquefois, c'est difficile à déterminer, mais c'est parfait parce qu'on obtiendra quelque chose de mieux parce qu'on a, rassemblé les personnes concernées. Donc, les projets SCFA sont intéressants parce qu'on arrive, on permet de financer les bonnes interventions. Par exemple, un exemple dans l'agriculture, dans multiples secteurs. Par exemple, le ICUS projet qui aide les petits agriculteurs qui se filment avec des vidéos courtes pour définir le sujet de ces vidéos. Et j'utilise un équipement, mais c'est eux qui ont choisi leur sujet, leurs besoins. C'est ça qui a orienté la production de ces vidéos. Et ces vidéos n'étaient pas prédéterminées du tout. Et elles ont surgi du processus de consultation et ce qui en est ressorti, c'est que ces clips courts sur les bonnes pratiques reproductibles, mais également en défendant de façon plus large quels étaient les problèmes de ce secteur, quelles étaient leurs difficultés. Nous ne savons pas comment les résoudre, nous avons besoin des appels à l'aide. Donc, ils ont utilisé ces clips pour défendre auprès des gouvernements régionaux des services d'extension meilleurs et des services d'aide. C'est le type de choses comme en fait, le processus est conduit par les gens sur le terrain et il y a plus de résonance et les gens pensent qu'ils peuvent contribuer parce que ça part à la source des problèmes et pas parce qu'un chercheur va considérer comme étant une idée intéressante. Et ça part des gens sur le terrain. Je crois que c'est l'approche qu'il nous faut continuer à encourager de façon plus collective et il faut vraiment engager les gens qui sont concernés sur le terrain. Donc, je ne vais pas approfondir un peu plus parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais s'il y a quelqu'un qui est intéressé par ça, venez m'envoyer un message parce que j'ai encore beaucoup d'exemples à vous citer. Mais je crois qu'une des choses que on va faire une évaluation des aspects à la fin du processus, on a vérifié auprès des décisionnaires si ces projets ont été importants pour eux. Et on a eu 100% de réponses qui ont dit que ça a amélioré l'appréciation des informations et des critères qu'ils devaient prendre en compte pour prendre des décisions. Donc, ça a vraiment engagé les gens dans ce processus et s'ils y participent, ils vont en profiter et ils comprendront mieux la nécessité de ces études. De l'autre côté de l'équation,
On a eu des entretiens avec 12 chercheurs partenaires et 11 d'entre eux ont compris qu'ils avaient amélioré leur fourniture de leur information. Donc, on ne travaille pas seulement d'un seul côté. Les chercheurs aussi doivent mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain. Donc, l'idée de rassembler ces gens, et je crois, l'aspect, j'essaye de motiver les gens, mais il y a un grand champ de développement et pour réduire la fracture entre ces chercheurs, les gens sur le terrain, pour augmenter la confiance, la connaissance et entre ces communautés, augmenter la formation, utiliser les informations sur le changement climatique pour produire les bonnes données. Donc, le programme va se terminer, mais j'espère que ça vous a donné une idée de ce qu'on a obtenu jusqu'à présent. On espère obtenir de résultats qui seront observables dans le futur. Ça prend du temps quelquefois pour fleurir et devenir fructueux, mais les preneurs de décision pourraient partir de ces processus conjoints pour… Merci beaucoup, Suzanne Carter. Au moins, vous nous avez montré ce que de nombreuses personnes sont persuadées depuis le temps. Bien sûr, ce n'est pas en un séminaire de 3 jours qu'on forme les gens. Il faut travailler avec les gens, il faut passer du temps avec eux et faire en sorte que ces personnes utilisent les outils que vous proposez. Et pour moi, à mes yeux, c'est ce qui fait, c'est ce dont nous avons besoin au niveau du continent, immédiatement d'ailleurs. Si vous allez dans des endroits différents à semaine 3 de 3 jours, si vous voulez lancer comme ça avec un logiciel de gestion des ressources, par exemple, qui s'applique à un programme national, mais vous verrez, on va pas l'utiliser. Et donc, pour les communautés et pour les intermédiaires et même pour les décisionnaires, c'est important, cette approche que vous avez détaillée. Merci beaucoup. Donc, docteur, madame, le changement climatique, donc, Laoun Amédée, vous avez la parole. Donc, vous nous avez partagé vos solutions sur la gestion de l'eau et les bonnes pratiques dont vous pensez qui ont fonctionné et que les agriculteurs pourraient utiliser, reproduire. Merci beaucoup. Bonjour. En fonction de votre fuseau horaire, je crois que vous avez bien commencé, chers collègues. Le changement climatique, en fait, ça parle d'eau, trop d'eau ou trop peu d'eau. C'est ça qui est le problème. Si vous voyez ce qui se passe au niveau mondial, il y a de plus en plus de sécheresse, d'épisodes de sécheresse. Les collègues ont mentionné 2 décennies maintenant où l'eau potable disponible par personne a décliné d'à peu près de 20%, ce qui de 10% de réduction, ce qui c'est vraiment beaucoup en très peu de temps. Et un des faits, une des raisons pour lesquelles se plaignent, c'est que pour l'agriculture, qui consomme 70% de l'eau mondiale au niveau mondial, et les estimations des rapports sur l'État et l'agriculture, que 40% de cette eau est mal gérée, en fait. Et d'un autre côté, sur le continent africain, à peu près 85% de la production est encore… il y a très peu de pays en Afrique du Nord qui dépendent des eaux de pluie. Donc, la plupart des effets négatifs se reflètent sur les récoltes, mais également sur les pâturages et les systèmes de gestion des prairies. Donc, ce que l'adaptation au changement climatique ne pourra pas être obtenue sans l'optimisation de la gestion de l'eau. Si vous observez le rapport de le GIEC de 2022, vous verrez qu'il y a une incidence de sécheresse qui va croissant. Et si vous voyez où sont ces sécheresses, vous verrez que quelles sont les solutions possibles. Les systèmes agricoles. Donc, première solution passe par ce qu'on appelle la gestion des eaux de pluie. Il faut une stratégie d'intégration pour déclencher le potentiel des systèmes de
des systèmes, une cartographie, une collecte d'eau là où elle est, en la stockant et en l'utilisant de façon efficace. Donc, les eaux grises, mais également l'eau de nappe phréatique. Donc, on essaie de minimiser les pertes d'eau. On utilise l'eau dans tous les endroits du pays sans en perdre. Et l'usage de l'eau, c'est aussi également la productivité de cette gestion de l'eau. Donc, en maximisant l'usage de l'eau par hectare. Il y a d'autres externalités dans la gestion de l'eau en Afrique, la gestion des stations d'eau, la gestion des bassins hydrographiques, la gestion d'un système un peu plus large en gestion des fermes. On peut modifier et rendre le système globalement plus résilient. Dans cette année, d'ailleurs, l'année dernière, en Afrique orientale, 1 million de vies ont été perdues à cause de sécheresse, principalement. Et c'est une grosse perte en vie humaine. C'est la première fois que c'est le coût de l'inaction qui a résulté, a augmenté de 15 fois. Donc, je l'ai dit, donc 1 million de vies perdues. On n'a pas investi dans le système de gestion de l'eau. Nous avons estimé qu'en réduisant une distance de déplacement de bétail de 12 km en la réduisant à 3 km d'une source d'eau potable, il est possible d'augmenter le rendement de 400 litres par vache et en même temps améliorer leur alimentation. Ce qu'il faudrait faire, c'est augmenter la capacité des gens d'identifier les systèmes de gestion d'eau pour qu'ils puissent les gérer au niveau de leur paysage, de leurs petites fermes et de leurs grandes fermes. Donc, la gestion de l'eau, c'est un premier aspect. Donc, deuxième aspect, il y a des investissements sur le continent africain par des grands partenaires comme la Banque mondiale, l'IFAD, et ces systèmes qu'ils utilisent sont inefficaces. Donc, investir dans la productivité de l'eau, dans une bonne agronomie et dans les schémas pour que les gens, les plans pour que les gens soient encouragés à mieux gérer leur eau. Ça, c'est très important. Mais également, pour résister au changement climatique, ça ne suffit pas parce qu'il faut un volume d'investissement énorme. L'irrigation est clé en Afrique. Il faut des investissements dans ce système, lesquels peuvent bien entendu, à partir des mécanismes existants, en les modernisant, en s'assurant qu'il y a plus de production par hectare. Il nous faut au moins doubler pour un niveau durable au niveau du continent. Et cela requiert bien entendu des encouragements financiers parce que la gestion de l'eau est une ressource qui fonctionne beaucoup à partir de la connaissance. Donc, il faut relier la gestion de l'eau et les encouragements pour produire des récoltes de forte valeur liées au marché accessibles pour les agriculteurs et aussi des encouragements de la part des politiques publiques pour aussi la formation. Et les encouragements comme par exemple le prix de l'eau qui devrait améliorer pour améliorer la productivité et la vente de l'eau et pour que les communautés se rendent compte qu'elles déterminent des règles et des règlements afin d'améliorer la productivité de l'eau pour que tout le monde ne consomme pas de l'eau sans pour pouvoir transférer de l'eau pour d'autres usages et pour qu'il y ait des modèles d'affaires efficaces qui puissent être reproduits dans le reste du continent africain. Et chaque système d'agriculture a son propre modèle de fonctionnement. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, très cher Tilaoun Amédée. C'est très intéressant ce que vous dites sur l'Afrique de l'Est. Il y a des questions dans le forum de discussion. Je vais vous donner 1 minute pour répondre à ces questions. Il y a une question sur
Quels sont les encouragements qui peuvent motiver plus de dépenses publiques pour répondre aux 5 défis que vous avez cités, qui ont été cités? Vous avez 1 minute pour répondre. C'est juste une première question. Et Caroline, il y a des questions qui portent, est-ce qu'on doit continuer à aider les petits agriculteurs ou est-ce qu'il faudrait plutôt essayer transformer les petits agriculteurs en des commerçants d'agriculture? Et ensuite, il y a une question sur, au-delà des problèmes des changements climatiques, s'il y a d'autres problèmes structurels qu'il faudrait qu'on résolve liés au changement climatique, résilience, par exemple, en ce qui concerne pour l'autonomisation la répartition la propriété des terres, la propriété foncière. Quels sont les problèmes au niveau du continent? Sonia, vous pourriez répondre à l'une de ces 3 questions? Oui, merci beaucoup. Pour ce qui est de l'amélioration des dépenses publiques, les volumes sont importants, la qualité des dépenses publiques est importante également. Il y a des dépenses dont nous avons besoin pour repeupler, surtout pour qu'il y ait une agriculture un peu plus intelligente au changement climatique en Afrique. Par exemple, les subventions ont un fonctionnement pervers, donc il faut choisir des chemins un petit peu plus intelligents par rapport au changement climatique pour stimuler les stratégies d'adaptation et les actions d'adaptation. Par exemple, vous en parlez de la recherche, par exemple, vous en parlez de l'eau, de l'irrigation et de tout ça. Des aspects publics de ce financement et concentrons-nous sur les investissements. Maintenant, le financement contre le changement climatique est très petit, mais c'est les cultivateurs eux-mêmes qui doivent avoir leurs programmes nationaux. Et une fois qu'on aura développé, les pays auront développé leur propre système de financement, comme l'engagement et quand ils auront lancé leurs investissements. Donc, il faut s'assurer qu'on procède de et que ensuite le financement viendra de l'extérieur. Merci beaucoup. Caroline, vous avez la parole, docteur Caroline. Est-ce qu'on va dans le bon sens ou est-ce qu'on va dans le mur? La question, c'était la transition. Nous on est réaliste, on peut de 78% de nos agriculteurs sont des petits agriculteurs. Dans le cadre de transition, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut s'assurer que nos petits agriculteurs sont rentables et sont compétitifs, concurrentiels sur le marché. Et donc, il faut résoudre les problèmes concernant pour augmenter l'échelle de ces solutions d'agriculture. Donc, je dirais qu'un des problèmes sur lesquels il faut nous pencher, nous savons que 80% de l'alimentation en Afrique provient du secteur privé, 66% par les petites et moyennes entreprises. Pourquoi les petits agriculteurs sont-ils les acteurs critiques dans ces petites et moyennes entreprises? Parce que c'est là où il y a la valeur et la rentabilité. Donc, améliorer la compétitivité et la profitabilité de ces petits agriculteurs. Merci beaucoup. Dernier mot, enabling et l'environnement. Garantir la propriété foncière, l'égalité, les secteurs et permettre des nouvelles politiques environnementales. Excusez-moi. Ah oui, c'est à moi que vous adressez. D'accord. Merci beaucoup. C'est une question qui est dans le forme de discussion. Oui, l'équilibre entre les piliers et les interventions stratégiques. Là, les basiques sont en place, mais nous nous battons là-dessus depuis des décennies. C'est eu les résultats de la recherche qui se sont penchés là-dessus. Ils ont découvert que, et c'est 50-50, il faut travailler sur les piliers fondamentaux pour les investissements à petite échelle qui peuvent vraiment faire la différence pour les services, par exemple, numériques, etc. Et après, comment en Afrique, intéressant, je dirais, à la différence d'autres continents en Afrique,
le développement agricole et l'adaptation vont un peu main dans la main. Et dans des pays où les problèmes d'atténuation euh, 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 Donc, merci grand beaucoup, mesdames et important. messieurs. Je ne peux pas synthéser tout ce qui a été dit, mais ça a été très intéressant. Malheureusement, nous sommes à court de temps. Je tiens vraiment à ce que nous soyons ponctuels. Donc, je vous remercie tous d'avoir participé et en particulièrement, je tiens à remercier le gouvernement britannique en tant que président de la COP26 qui est venu en soutien financier à ce programme aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont contribué à l'organisation au Centre mondial pour l'adaptation et j'espère vous voir tous au prochain dialogue. Merci. Au revoir tout le monde.